Amour prohibé, chapitre 15. Concert. Adeline. Le jour filtre entre les rideaux. Pourtant, je ne veux pas me lever. Je savoure la chaleur du corps collé à moi. Je me sens si bien. Je suis en sécurité. Je pivote légèrement et je croise les yeux bleus de Bastien, qui me contemple avec tant de tendresse que j'en fonds. Je cherche sa bouche, et son baiser m'emmène loin, très loin. Il m'étreint avec force. Un bruit me fait sursauter. J'ouvre les yeux. Il fait grand jour, mais aucune trace de mon officier allemand. Ce n'était qu'un rêve. Depuis plusieurs jours, il hante mes pensées. Le frôlement de ses doigts sur moi en catimini, dès qu'il en a l'opportunité, n'arrange rien. Je me lève encore un peu vaseuse. Je n'ai dormi que 4 heures depuis que je suis rentrée de ma garde de nuit vers 8h30. Il n'y a pas un bruit dans la villa. Normal, en ce début d'après-midi, tous les habitants de cette maison sont à l'extérieur, ou bien en train de vaquer à leurs occupations. Nos pensionnaires de la Wehrmacht sont certainement à leur quartier général, ou Dieu sait où. Mon père est à l'hôpital, Anna et Estelle à l'école. Jean est certainement dans le jardin. Il ne reste dans la maison que Josette, Amélie et Marie. Je fais une rapide toilette. J'enfile une robe légère, car les températures sont remontées en flèche. Le week-end s'annonce très chaud. Je descends à la cuisine, pensant y trouver au moins notre cordon bleu. Mais il n'y a pas un qui vive. Tant pis. Je me prépare un bol de thé, puisque Bastien a mis sa réserve à ma disposition, ainsi qu'une tartine de pain rassis sur laquelle j'étale une fine couche de confiture. Puisque je suis seule, je décide de mettre le tout sur un plateau et d'aller m'installer confortablement dans le grand salon. Je jette un œil par la fenêtre, ma tartine à la main. À ma grande surprise, je vois la Mercedes de Bastien s'arrêter devant la villa et son conducteur en descendre avec un paquet à la main. Curieuse, je m'avance à l'entrée du salon, où il me repère dès son entrée. « Déjà levé ?»« fais-je en mordant dans ma tartine. Il ne fallait pas que je me lève trop tard si je veux dormir la nuit prochaine. Je le regarde s'éloigner vers la cuisine. Il en revient avec une assiette couverte de croissants, une denrée devenue rare de nos jours, mais il a réussi à en dénicher. C'est fou ce qu'un uniforme peut entraîner comme effet. Du moment que ce sont des effets positifs, ça me va. Mes yeux ont dû s'illuminer démesurément à cette vue, car il éclate de rire. J'ai pensé que ça te ferait plaisir, et apparemment je ne me suis pas trompée. Prends ce que tu veux. D'ailleurs, je vais t'accompagner. J'ai besoin de reprendre des forces. Tu es toujours sur tes débris d'avion ? Non, j'ai terminé. Mais je dois superviser le travail de maintenance de nos techniciens dans toutes les stations de la zone. Et l'aviateur ? Ils ne l'ont toujours pas retrouvé. Il est sûrement caché par la résistance. Pourtant, le bruit court que toute la zone alentour du crash a été fouillée méticuleusement. Habitations, écoles, granges, rien n'a été épargné. Le Britannique semble s'être volatilisé. Il est peut-être même déjà loin, avançai-je. En buvant mon thé, mes pensées s'égarent. Si j'avais écouté Lucien et accepté de fournir des renseignements, j'aurais peut-être pu en glaner en échange sur le sort de cet aviateur. Mais depuis qu'il m'a agressé il y a 5 jours, je n'ai aucune nouvelle de lui, et ma foi, ça m'arrange. Lucien a beau être du bon côté, c'est un odieux personnage. Alors que les Allemands sous mon toit ont toujours été respectueux, sauf Hoffmann. Et encore, ce dernier s'est contenté de proposer grillard, et uniquement le premier jour. Peu probable, me rétorque Bastien. Il faut un Ausweis et des contacts sur place. Et qui dit contact dit qu'il y a eu anticipation. En outre, l'avion était un Spitfire, donc un avion de chasse monoplace, pas un avion de reconnaissance ou de transport. Je n'y connais absolument rien, avouai-je, en mordant dans un croissant avec délice. Mes yeux se ferment pour mieux en sentir la saveur. Mon officier préféré m'observe amusé. Tu sembles plus intéressé par ce croissant que par ce que je dis.
Mais je t'écoute, Bastian, religieusement. Je n'en demande pas tant, dit-il en se rapprochant de moi. Dis-moi, es-tu toujours impliqué? Il y a une limite que je ne veux pas dépasser. Je me contente de protéger des personnes en danger, notamment des enfants. Je sens la chaleur de son corps près de moi, l'odeur enivrante de son parfum mêlée à son après-rasage. L'effet est immédiat. Ma respiration s'accélère, ma bouche devient sèche. Si j'étais eux, je te demanderais d'être notre agent double. Tu demanderais ou tu exigerais, Herr Hauptmann? Il me regarde un peu interloqué. C'est ce que feraient la plupart des officiers qui portent le même uniforme que toi, insistai-je, après avoir avalé une gorgée de thé. Mais je ne suis pas comme les autres. Un jour, tu sauras pourquoi. À condition que tu t'ouvres à moi aussi, Fräulein Bertrand. Quand tu parles de m'ouvrir à toi, j'imagine que tu parles de mes jambes. Un sourire en coin étire ses lèvres. C'est toi qui en parles, et tu oses me traiter d'obsédé? Tu oses dire que c'est faux? Absolument, affirme-t-il en éclatant de rire. J'ancre mon regard dans le sien. J'aimerais vraiment connaître le véritable Bastian, pas Hauptmann Alderman. Attends ce soir, et je te le montrerai, m'assène-t-il très sérieusement en prenant un croissant. En fin d'après-midi, alors que je reviens de faire un tour au jardin, Amélie me remet une enveloppe. Octave m'a remis cette lettre pour toi, me dit-elle. J'ai bien l'impression que c'est une lettre d'amour. Il ne manquerait plus que ça. S'il croit qu'il peut me séduire avec sa prose, il rêve. En soufflant d'exaspération, j'attrape l'enveloppe et je l'ouvre sans prendre le temps de prendre un coupe-papier pour le faire proprement. Je la parcours rapidement. Chère Adeline, j'espère que tu vas bien. Toutefois, cette lettre a surtout pour but de te présenter mes excuses pour mon comportement de la dernière fois. Je n'aurais pas dû te plaquer au mur comme je l'ai fait, te peloter et t'embrasser de force. C'était inapproprié et inacceptable. J'imagine que tu as dû te sentir humilié. Je regrette infiniment si je t'ai blessé. Mes mots ne pourront certainement pas réparer le mal que je t'ai fait. Mais j'ai pris conscience de mes torts et de l'importance de changer d'attitude envers toi et les femmes en général. Si tu ne peux me pardonner ou que tu as besoin de temps pour le faire, je comprendrai. Vois cette lettre comme un message de paix. Amicalement, Lucien. Au fur et à mesure de ma lecture, je me revois il y a quelques jours dans ce recoin sombre. Amélie a dû remarquer ma mine dégoûtée. Apparemment, ce n'est pas une lettre d'amour, déclare-t-elle. Disons que, même si c'en était une, ce n'est pas le bon expéditeur. Mon amie d'enfance sait très bien ce qui s'est passé lorsque j'avais 16 ans. Elle l'avait deviné à l'époque. Elle n'insiste pas et se dirige vers la cuisine pour aider sa mère. Je replie la feuille de papier et la range dans son enveloppe. Je me demande bien pourquoi j'effectue ce geste, puisque je vais mettre le tout à la poubelle. En tout cas, ce fichu bout de papier me perturbe. Je compte sur Bastian pour me changer les idées. Ne m'a-t-il pas promis de me révéler qui il est vraiment? Pour beaucoup, cette attirance entre nous deux représenterait une trahison envers ma patrie. Mais je veux vivre pour moi-même. J'ai envie d'un peu de bonheur dans ce monde de chaos. Est-ce trop demandé? J'ai envie d'aimer et d'être aimée. Pendant le dîner, près de Bastian, les émotions qu'il suscite en moi accélèrent les battements de mon cœur. Son regard enflammé me met au supplice. Je sens que je suis prête à craquer, et lui aussi. À la fin du repas, il se lève. Comme d'habitude, il va fumer dehors. Rejoins-moi au salon après, si tu veux, me souffle-t-il en passant. Le simple son de sa voix, la lueur de désir contenue dans ses yeux suffisent à me faire frissonner. Si mes camarades résistants savaient à quel point cet homme m'attire, ils me trucideraient sur le champ. Mais même si notre petit jeu est dangereux, interdit, je n'ai pas envie que ça s'arrête. D'ailleurs, ce n'est pas un jeu. L'issue est prévisible
et inévitable. D'accord, réponds-je tout bas. Je le suis des yeux lorsqu'il quitte la table. Comment ne pas tomber sous le charme de cet homme élégant et à la gentillesse désarmante? Pourtant, je devrais l'éviter à tout prix. J'attends quelques minutes avant de me lever à mon tour, afin d'éviter les inévitables regards inquisiteurs des autres. Je me dirige vers le salon encore calme et désert. Je sais que nous n'y serons pas seuls longtemps. Quand Bastien y pénètre à son tour, il s'est débarrassé de sa veste, révélant une chemise impeccablement repassée. La laverie doit faire fortune avec les Boches pour que leur tenue soit aussi impeccable. Ordre, discipline et ponctualité, des qualités fondamentales chez eux. Même les cheveux sont disciplinés, pas un poil qui dépasse. Quoique j'ai déjà vu Bastien, les cheveux un peu hérissés, comme quoi. Il me désigne de la tête le piano. « Tu joues avec moi ?» demande-t-il. « Que veux-tu jouer à 4 mains ?» La berceuse de la suite Dolly, opus 56 de Fauré. Pourquoi ce morceau? Parce que Fauré l'a composé pour la femme qu'il aimait et qu'il a épousée. Dois-je y voir un sous-entendu? Si c'est le cas, c'est peut-être un peu prématuré. Je crains les moments passés seul avec lui autant que je les désire. Mais je sais pertinemment que ce que je crains, ce sont les autres, pas Bastien. Pendant que nous jouons, je réprime difficilement les frémissements lorsque nos mains se frôlent. Je suis sûre qu'il a remarqué que j'avais la chair de poule. Nous continuons avec un arrangement de la valse minute en ré bémol majeur, opus 64 numéro 1 de Chopin. Lors des passages où l'un de nous a une main libre, celle-ci effleure imperceptiblement la cuisse de l'autre. Lors des morceaux suivants, tels les danses hongroises numéro 1 et numéro 5 de Brahms, la marche turque de Mozart, comme lors des précédents, nos corps se frôlent à chaque mouvement. C'est une torture d'être si près sans pouvoir céder à la tentation, car chaque contact déclenche en moi une décharge électrique qui me traverse. Mais nous devons être prudents. Les autres, entendant la musique, nous ont rejoints. Nous terminons avec la sérénade de Schubert. Lorsque je croise le regard de Bastien, je tente de décrypter ses émotions. « Merci, capitaine. Nous pourrions recommencer plus souvent. » Il me répond d'un mouvement de tête avant d'annoncer « Il se fait tard, je vais aller me coucher. » Serait-ce un signal? Le moment où je vais découvrir le vrai Bastien? Je m'apprête à prendre le même chemin que lui quand Amélie me retient au passage. « Adeline, ton père vient de téléphoner. Il a besoin de toi au bloc. Il manque une infirmière pour l'assister. Il attend ta réponse. » Ah. Dis-lui que j'arrive aussi vite que possible. Je jette un œil vers Bastien. Il semble déçu. Je peux t'emmener à l'hôpital si tu veux. Ce n'est pas de refus, ça va me faire gagner du temps. Je cours enfiler mon uniforme et j'arrive. Dans la voiture, nous restons muets. J'observe le profil de mon chauffeur. J'ai envie de caresser son visage, mais je me retiens. Je pousse un profond soupir. Si mon père m'a appelé, moi, c'est que personne d'autre ne doit savoir qui il opère. Mais ça, les Allemands ne doivent pas en avoir connaissance. Lorsque nous arrivons devant l'hôpital, Bastien me retient alors que je m'apprête à bondir hors du véhicule. Il lève ma main jusqu'à ses lèvres et dépose un baiser sur ma paume. Comme j'aimerais que ses lèvres se posent sur les miennes. En réponse, j'effleure les contours de son visage. Je ne désespère pas de connaître le vrai Bastien. Et moi, la véritable Adeline, me répond-il tendrement. Je sors de la voiture, mais je me retourne une dernière fois. Mon père me ramènera dès qu'il aura terminé son intervention ou ses interventions. Merci de m'avoir amené. Bonne nuit, capitaine. Si bon nombre de médecins ont été tiraillés entre l'ordre nouveau de Pétain et l'opposition à ce gouvernement collaborationniste, mon père, Robert Bertrand, n'a eu aucune hésitation à choisir la seconde solution. Hors de question pour lui
de diffuser de la propagande comme certains de ses confrères. Hors de question de faillir au serment d'Hippocrate. Et tout a commencé par des opérations de sauvetage de personnes juives. Ils étaient peu nombreux au Havre dès le début de l'occupation à prendre ce chemin dangereux. Pourtant, petit à petit, l'équipe s'est étoffée avec 3 médecins, 4 infirmières, 2 sages-femmes, 2 brancardiers, un agent de la morgue et une assistante sociale. Une infirmière se charge particulièrement d'accompagner les enfants accueillis dans des familles de bonne volonté à la campagne. Je suis l'agent qui fait le relais entre les faussaires du réseau Leur H, qui réalisent carte d'identité, carte d'alimentation, points de vêtements, de chaussures, et mon père. Je m'occupe aussi parfois des photos. Il faut souvent cacher les fugitifs pendant un certain temps dans l'enceinte de l'hôpital. En diagnostiquant de fausses maladies, en simulant des interventions qui n'ont jamais lieu, et bien d'autres stratagèmes, allant parfois jusqu'à inoculer une vraie maladie pour sauver une vie. Ce soir-là, j'apprends enfin ce qu'il est advenu de l'aviateur. Et il va passer sur le billard pour être réopéré, pour de faux, et justifié d'un plus long séjour avant que la résistance trouve le moyen de l'évacuer.